Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet c'est la théorie de l'évolution. Donc on va commencer par une introduction, par une mise en contexte. La théorie de l'évolution est depuis environ 100 ans le modèle généralement accepté pour expliquer l'origine des espèces vivantes. Elle est souvent accompagnée par l'idée d'un ancêtre commun pour la totalité des espèces vivantes. Selon cette théorie, toutes les espèces et donc tous les individus font partie du même arbre généalogique. Le modèle de l'évolution est basé sur des phénomènes biologiques uniquement naturels et aléatoires. Dans le cadre de ce modèle, l'homme a des ancêtres non humains. Il est cousin avec l'orang-outan, le dromadaire ainsi que le toucan et la pastèque. Cet exposé est une compilation d'arguments contre la théorie de l'évolution qui est de plus en plus remise en cause au fur et à mesure que les années passent et que la science progresse. Nous nous baserons indifféremment sur des travaux de généticiens, docteurs anthropologues et biologistes moléculaires. L'exposé présenté ici est donc bien un travail de compilation. Je n'invente rien et je ne suis à l'origine d'aucun des argumentaires que je vais développer. Nous conclurons à l'issue de cet exposé qu'il n'y a pas eu d'évolution interespèce, que le modèle de la théorie de l'évolution est faux et irrecevable sur un plan scientifique. Par conséquent, on pourra affirmer que l'homme n'est ni cousin avec l'orang-outan, ni avec le dromadaire, ni avec le toucan, ni avec la pastèque. L'exposé est divisé en 14 chapitres avec 2 chapitres introductifs. Je vais faire passer le sommaire avec les estampilles temporelles. Je vous invite néanmoins à visionner les chapitres dans l'ordre. Ce chapitre a pour but de donner une définition du terme espèce que nous emploierons abondamment dans les chapitres suivants. Ceci est un tibia de chimpanzé. 100% des chimpanzés en bonne santé ont un tibia comme celui-ci. Ceci est un tibia humain. 100% des hommes et femmes en bonne santé ont un tibia comme celui-ci. Ceci est une reproduction d'un squelette de patte inférieure de chimpanzé. 100% des chimpanzés en bonne santé ont un squelette de patte inférieure comme celui-ci. Ceci est une reproduction d'un squelette de pied humain. 100% des hommes et femmes en bonne santé ont un squelette de pied comme celui-ci. On constate qu'il y a des similarités sur le nombre d'orteils. On voit aussi des éléments qui diffèrent comme la courbure des os des orteils et les os de la partie supérieure, l'astragale, qui sont très différents. On pourrait aussi décrire l'os du bassin. Cette fois, il est beaucoup plus grand chez le chimpanzé et notablement différent entre les deux espèces. Pareil pour les crânes et la dentition qui sont très différents. Tous ces os mis bout à bout forment un squelette. Les os des pieds sont adaptés à ceux de la cheville, ceux de la cheville à ceux du tibia et péroné, puis à ceux du genou, au fémur, au bassin, à la colonne et ainsi de suite. Il suffit d'un décalage d'1 seul millimètre dans l'os de la rotule par exemple pour que vous soyez strictement incapable de marcher. Il suffit d'un décalage d'1 seul millimètre dans la formation de l'os sacré, que l'on appelle sacrum, pour que vous ne puissiez jamais vous tenir debout. La géographie, la forme et la structure du squelette diffèrent largement d'une espèce à l'autre. Ils diffèrent très peu d'un individu à l'autre. La formation et la mise en place des os les uns par rapport aux autres sont dirigés de manière ultra précise par le code génétique, l'ADN. Ceci est un œil de chimpanzé. Comme tous les yeux de chimpanzé, la partie autour de l'iris est noire et il n'y a pas d'espace blanc. Contrairement à l'œil humain, l'iris est plus petite et occupe la moitié de la surface visible. Les 7 milliards d'êtres humains qui n'ont pas de maladie ou d'anomalie des yeux ont un œil semblable à celui de droite. Tous les chimpanzés ont un œil semblable à celui de gauche. On pourrait continuer ainsi et l'on trouverait entre l'espèce chimpanzé et l'espèce humaine des dizaines et dizaines de milliers de différences, de points qui distinguent l'une de l'autre. Système digestif, capacité cérébrale, mémoire, ADN, squelette, organes, développement des sens, etc.
Tous ces caractères réunis chez un individu nous permettent de le ranger au sein de ce que l'on appelle une espèce. Il y a sur la planète Terre des millions et des millions d'espèces animales et végétales qui sont distinctes les unes des autres et souvent très facilement reconnaissables. Quelques exemples d'espèces. Les humains, les chimpanzés, les chiens, les chats, les tigres, les lions, les girafes, les cocotiers. Même si nous allons voir les subtilités qu'il peut y avoir, nous garderons cette définition pour le terme espèce. Ensemble d'individus, animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, à la fois semblables par leurs formes adultes et embryonnaires et par leur génotype. Vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux. Maintenant que nous avons grossièrement défini le concept d'espèce, que nous manipulerons dans tous les chapitres, nous allons définir le concept d'évolution qui est d'une égale importance pour notre exposé. Le Larousse donne les définitions suivantes. Transformation du caractère, du comportement, des opinions de quelqu'un au cours du temps. Ensemble de ces modifications, stade atteint dans ce processus, considéré comme un progrès, développement, être arrivé à un haut degré d'évolution. Ensemble des changements subis au cours des temps géologiques par les lignées animales et végétales ayant eu pour résultat l'apparition de formes nouvelles. Nous allons associer à la notion d'apparition de formes nouvelles l'apparition sur le long terme de formes plus complexes. En effet, aucun évolutionniste ne défend un modèle qui inclut la diminution de la complexité au cours de l'évolution. Cela soulèverait un questionnement évident sur la première forme vivante, qui serait plus complexe et élaborée que toutes les autres. La théorie de l'évolution propose bien une augmentation de la complexité au cours du temps. On retiendra donc ces deux composantes pour définir l'évolution, l'apparition de formes nouvelles, une augmentation générale de la complexité sur des temps longs. Quelques exemples. Un stylo 4 couleurs est plus évolué qu'un stylo une couleur. Il permet d'écrire en bleu, rouge, vert ou noir. Pris sous un autre angle, un stylo une couleur est plus pratique à transporter, éventuellement plus facile à utiliser et plus robuste par la simplicité du mécanisme. Selon le critère que l'on retient, on pourra considérer une forme ou une autre comme plus évoluée. L'important est de reconnaître que ces deux formes sont distinctes et qu'il y a un réel pas de l'une à l'autre. On peut prendre l'exemple d'un skate et d'un vélo électrique. Si on retient le critère de la stabilité à l'arrêt, le skate est supérieur. Si c'est celui de la vitesse et de l'aspect pratique pour le déplacement, on retiendra le vélo. Ces deux formes, bien qu'elles aient des points communs, sont vraiment distinctes sur de nombreux points. Prenons maintenant ce même raisonnement pour les espèces vivantes. Si l'on considère la capacité à se déplacer dans les arbres, le chimpanzé est une espèce qui est généralement supérieure à l'homme. Si l'on considère la capacité à construire des ponts, à modéliser cérébralement des choses abstraites, à créer des œuvres d'art, l'homme est supérieur. On ne va donc pas parler d'espèces supérieures ou inférieures, ni même d'espèces plus ou moins élaborées. Que l'homme est un ancêtre commun avec le chimpanzé, ou alors qu'il descende généalogiquement du chimpanzé, que cela soit même l'homme qui a évolué en chimpanzé, cela reviendra généralement au même pour notre exposé. Indépendamment des critères que l'on retient pour dire d'une espèce qu'elle est plus complexe qu'une autre, il y a un fait indéniable. C'est que le vivant est extrêmement complexe. Prenons l'exemple de l'œil humain, du système digestif, du système respiratoire ou de l'ADN. La théorie de l'évolution propose un modèle d'évolution naturelle du vivant avec des formes successives et sur des temps longs, une augmentation générale de la complexité. La théorie de l'évolution explique l'origine de ces formes complexes et distinctes par une succession d'états intermédiaires très nombreux et des forces uniquement naturelles et non conduites par Dieu ou une entité surnaturelle. Une nouvelle fois, quand on parle d'évolution, il faudra comprendre les deux composantes suivantes. L'apparition de formes nouvelles, une augmentation générale de la complexité sur des temps longs. La démarche scientifique. La théorie de l'évolution est défendue en tant que théorie scientifique. Nous allons faire ici quelques rappels sur la démarche scientifique avant d'entrer dans le vif du sujet. La démarche scientifique inclut plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'observation d'un phénomène, d'un fait, d'un état. Dans un second temps,
la formulation d'une hypothèse pour expliquer l'origine ou la cause de ce fait, de ce phénomène ou de cet état. Dans un troisième temps, la validation, la vérification de cette hypothèse par l'observation, l'expérience, l'empirisme. Quelques exemples. En 1842, Doppler présente l'effet Doppler. Il explique le décalage de la fréquence d'une onde lorsque la distance de l'émetteur et du récepteur varie au cours du temps. En 1845, cet effet est vérifié par Bisbalotte, qui fait jouer une note sur un train en mouvement et constate que celle-ci change accordément à la variation de distance entre lui et le train. Dans ce cas, la formulation du phénomène n'a pas été causée par une observation mais par une réflexion. Le phénomène a cependant été bien vérifié a posteriori et peut être vérifié tous les jours par n'importe quel être humain lorsqu'une ambulance le double dans la rue par exemple. Exemple 2. Je constate que les objets tombent vers la Terre. Je formule l'hypothèse suivante. Plus les objets sont lourds, plus ils prennent de la vitesse rapidement et donc tombent vite. J'ai lancé une boule de plomb et une plume depuis le haut d'une tour. La boule de plomb a mis 5 fois moins de temps à toucher le sol. Je suis confiant dans ma théorie et la propose. Plus tard, un homme fait la même expérience, mais cette fois dans le vide. Il observe que la plume et la boule de plomb touchent le sol en même temps. Ma théorie est invalidée, j'étais passé à côté des forces de frottement de l'air qui ont ralenti ma plume davantage que ma boule de plomb, et cette force n'a pas de lien direct avec le poids des objets. Dans ce cas-ci, j'ai formulé une hypothèse que j'ai mal vérifiée par la suite. Elle s'est retrouvée invalidée car j'avais omis un facteur externe, qui est la force de frottement de l'air, et donc mes résultats étaient faussés. Exemple 3. Je formule une hypothèse selon laquelle les objets lourds créent une force de poussée qui conduit les objets environnants à s'écarter d'eux. Cette théorie est évidemment idiote. Elle sera invalidée par n'importe qui constate que les objets tombent vers le bas, vers la Terre. Mon problème ici a été que j'ai formulé une hypothèse qui n'est issue d'aucune observation, expérience ou expérimentation éprouvée. L'absence d'observation de l'évolution. Cet argument peut paraître simple ou évident, mais il est néanmoins très important de l'exposer. Les scientifiques soutiennent volontiers qu'une théorie en science doit être soutenue par une expérience, une observation. C'est la première étape du cycle de raisonnement scientifique. On observe ou expérimente quelque chose, et sur la base de cette observation, on peut émettre des hypothèses. Contrairement à bien des théories et théorèmes qui sont devenus des lois, qui sont acceptées, testées et vérifiées tous les jours, l'évolution n'est pas du tout observable ou expérimentable directement. Les espèces au quotidien n'évoluent pas. Même après 100 ou 1000 générations, les espèces n'évoluent pas. En laboratoire, il y a des rats qui sont enfermés depuis 100 générations, mais sont toujours des rats. Ils subissent éventuellement des variations mineures, mais aucun changement singulier comme un nouvel organe par exemple. Des bactéries en laboratoire ont également subi plus de 55 000 générations, mais pas d'évolution, ce sont toujours des bactéries. L'espèce est la même, elle a les mêmes caractéristiques générales. L'argumentaire évolutionniste inclut systématiquement l'excuse des millions et millions d'années qui sont nécessaires pour observer des évolutions notables. On ne peut pas observer l'évolution par l'expérience parce qu'il faut des milliers et milliers de générations pour que les espèces évoluent. Cet argument n'est pas recevable scientifiquement. On pourrait avec cette excuse émettre n'importe quelle théorie et soutenir qu'il faut attendre assez longtemps pour que la théorie soit validée. Par exemple, personne ne me prendrait au sérieux si j'affirme que tous les 100 000 ans, la gravité s'inverse et les hommes tombent vers le ciel. Rien n'indique que ce phénomène peut se produire, et rien n'indique qu'il peut se produire dans 100 000 ans. C'est la même chose pour l'évolution. Du point de vue de l'observation quotidienne, l'hypothèse selon laquelle les espèces sont des cercles fermés semble plus raisonnable. Les moutons engendrent des moutons, les bovins d'autres bovins, les lions d'autres lions, et les humains des humains. On constate qu'il peut y avoir des différences d'une génération à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Des nouveautés mineures, la couleur du pelage, des yeux, une habileté particulière sur un individu, un meilleur rendement pour des vaches laitières par exemple. Ces éléments renvoient au concept de race, aussi appelé variation ou microévolution. Ce sont les mécanismes de l'hérédité. Ces mécanismes sont largement connus, expérimentés et validés quotidiennement, notamment dans les laboratoires ou dans les élevages fermiers. C'est le jeu des gènes, des allèles récessifs et dominants chez les espèces diploïdes.
Aucun homme n'a jamais vu de nouvelle espèce se former dans la nature. Permettons-nous d'écarter une idée fausse. La transformation d'une espèce animale vers une espèce animale différente n'a jamais été observée en laboratoire ou sur le terrain. Lorsqu'on regarde dans les détails, on ne peut pas prouver qu'une seule espèce ait changé. On ne peut pas prouver non plus que ces supposés changements soient bénéfiques, alors que c'est le fondement même de la théorie. Ces doutes et les réflexions de Darwin sur la théorie de l'évolution sont toujours légitimes aujourd'hui. L'évolution du vivant n'est pas observée. L'évolution n'est pas observable. C'est un phénomène qui, de manière apparente et directement expérimentale, n'existe pas. Il n'y a pas d'évolution dans les laboratoires, dans les élevages animaux, dans l'observation du monde vivant. Il y a des espèces qui existent, mais elles semblent demeurer généralement les mêmes. Et rien n'indique qu'une espèce puisse en devenir une autre. Nous venons de voir que l'évolution n'est pas observable au quotidien, que c'est un phénomène invisible. Les scientifiques évolutionnistes soutiennent qu'il faut des périodes de temps suffisamment longues pour observer l'évolution, puisqu'il s'agit en réalité d'une succession de micro-changements. Nous allons considérer cette hypothèse. Nous avons parlé d'hérédité. L'hérédité, c'est le brassage et la transmission des gènes d'un parent 1 et d'un parent 2 à un enfant. Ce phénomène est connu. C'est cette capacité du vivant qui est responsable de la diversité qu'il y a parmi les individus d'une même espèce. L'illustration la plus évidente est celle des hommes et des femmes de la grande famille humaine. Par contre, l'hérédité ne permet pas la nouveauté. C'est simplement le mélange du matériel génétique de deux individus qui résulte sur une combinaison nouvelle et unique. En effet, si l'on mélange les lettres A, B, C, D et E, on ne pourra pas obtenir la combinaison A, C, E, B, F, car la lettre F ne fait pas partie du lot initial. Une loi que tous les éleveurs reconnaissent est que la quantité de changement qui peut être obtenue est limitée. Toutes les expérimentations de croisement qui ont eu lieu ont fait apparaître une quantité limitée de possibilités. L'événement indispensable au processus d'évolution du vivant est donc la mutation génétique. Une mutation génétique est un événement aléatoire qui altère le code génétique d'un individu. Ce code génétique altéré va éventuellement changer le rapport de cet individu, puis a posteriori de la population issue de cet individu, avec l'environnement dans lequel il vit. Donc, il s'agit d'une anomalie, d'un bug à un moment donné dans la vie ou la conception d'un individu, mais qui, compris dans le cadre de la théorie de l'évolution, constituerait en réalité le moteur de l'évolution. Partie A. Les mutations en tant que moteur d'évolution interespèces n'existent pas. Les mutations bénéfiques, donc, qui apporteraient une nouveauté notable, un nouveau gène, un nouvel organe, une capacité particulière à un individu ou à une population n'existent pas. Une mutation qui aurait enrichi l'ADN, apporté une nouveauté, n'a jamais été observée. L'expérience la plus courante consiste à créer des mutations sur l'ADN d'une mouche drosophile. Une mutation provoque par exemple l'apparition de pattes à la place des antennes. Une autre mutation conduit à une paire d'ailes supplémentaires à la place du balancier. Une autre conduit à des ailes situées aléatoirement sur le corps de la mouche. Une autre conduit à l'absence d'yeux. Ces mutations sont toutes nocives. Conséquemment, les drosophiles affectés vivent moins longtemps et ne sont pas en bonne santé. Une grande partie meurt avant même d'avoir pu se développer. Dans les exemples que nous venons de voir, les mutations sont provoquées par l'homme et ne sont donc pas naturelles. L'ADN modifié conduit à des anomalies, à des espèces mutantes. On note aussi qu'il n'amène aucun organe ou matériel nouveau, aucune nouveauté. Dans les élevages agricoles, animaux ou végétaux et les laboratoires, il se peut que des organismes génétiquement modifiés soient utilisés. On appelle ça des OGM. Premièrement, les modifications opérées sur l'ADN de ces espèces sont provoquées par l'homme. Il ne s'agit donc pas d'un processus naturel. Deuxièmement, ces espèces ensuite se développent dans un environnement qui est artificiel comme un champ, une serre ou un laboratoire, pas dans la nature. L'avantage que peut avoir une espèce est circonstancié à l'environnement qui l'entoure et qui est administré par les hommes. Cet avantage est aussi relatif à une utilisation ou à une consommation par les hommes, rien à voir avec une évolution naturelle, aléatoire, dans un environnement vierge d'intervention humaine.
Sans l'intervention de l'homme, les mutations bénéfiques qui donnent un avantage certain et une vitalité supérieure à un groupe n'existent pas d'une part. D'autre part, que cela soit des mutations naturelles ou provoquées par l'homme, elles ne produisent jamais de nouveau matériel organique, que cela soit un organe ou une protéine. Il n'y a jamais eu de nouvelle espèce. Aucun laboratoire n'a obtenu une nouvelle espèce grâce à une ou plusieurs mutations. Juste une variation de l'espèce originelle avec des modifications légères. Des gènes qui s'expriment alors qu'ils ne s'exprimaient pas avant la mutation. Bien que la mutation soit la source essentielle de la variation génétique, c'est un événement étonnamment rare. Les mutations sont la seule source connue de variabilité dans le matériel génétique et donc de l'évolution. Les modifications mutantes qui en sont les fruits sont, excepté de rares exceptions, nocives pour les individus qui les portent, en tout cas dans les environnements auxquels l'espèce est normalement confrontée. Les mutations peuvent être transmises aux générations suivantes. Cependant, les observations montrent que toutes ou quasiment toutes les mutations sont pathologiques et les quelques restantes sont très suspectes. Il n'y a pas un seul exemple pour soutenir que les mutants ont une vitalité supérieure à celle de l'espèce mère. Il est dès lors absolument impossible de construire un schéma de l'évolution basé sur les mutations ou les recombinaisons. Aucune observation ou expérience contrôlée consistant en la manipulation de mutations n'a abouti à la production d'un nouveau gène, d'une nouvelle hormone, d'une nouvelle enzyme ou d'un nouvel organe. Partie B, les changements issus de mutations sont éliminés. La difficulté à obtenir un résultat consistant à partir des mutations s'explique premièrement par les mécanismes de défense naturelle qu'ont les cellules du corps. Si des macromolécules incomplètes ou incorrectes sont synthétisées, elles sont éliminées en quelques minutes. Les cellules ont des mécanismes très efficaces pour reconnaître et éliminer rapidement les protéines endommagées. Deux protéines impliquées dans le repérage et l'élimination des protéines défectueuses sont la protéase et le couple protéasome-ubiquitine. Ces protéines sont présentes chez toutes les espèces eucaryotes. Le travail de ces protéines est entre autres l'élimination de toute protéine inconnue, donc évidemment des protéines issues du code génétique affecté par une mutation. Il est très probable qu'un gène qui a subi une mutation, donc avec une structure chaotique, soit reconnu par les mécanismes de dégradation des protéines. Même si la nouvelle protéine échappait à ces mécanismes de défense, elle ne sera pas fonctionnelle car issue d'une mutation aléatoire. Le corps humain, et particulièrement les cellules, se protègent donc contre les mutations qui surviennent de temps à autre. Les cellules mettent tout en œuvre pour éliminer les protéines anormales. Les mutations soi-disant moteurs de l'évolution du vivant sont en fait complètement éliminées et rejetées par les mécanismes de défense cellulaire. Le rôle de la sélection au niveau moléculaire est un rôle de conservation et non de transformation. Partie C, le faux argument de la résistance aux pesticides. Au cours du XXe siècle, l'utilisation des pesticides par les agriculteurs a augmenté. Dans certains cas, on s'est rendu compte que la proportion d'insectes qui résistent aux pesticides a augmenté avec les années et non diminué. Cette situation est parfois utilisée pour illustrer la théorie de l'évolution. Cette utilisation est frauduleuse. L'évolution n'est pas du tout impliquée dans ce phénomène. Comme l'explique bien la page Wikipédia, les espèces nuisibles développent une résistance aux pesticides par la sélection naturelle. Les spécimens les plus résistants survivent et transmettent leurs traits génétiques à la descendance. Il s'agit tout simplement d'une sélection. Les spécimens qui ne sont pas armés pour résister aux pesticides meurent, puis les races ou espèces qui ont les défenses naturelles se développent et finissent par représenter une proportion supérieure de la population. La diversité des insectes est réduite et la proportion de l'espèce résistante augmente. Il n'y a pas de mutation bénéfique en jeu, ni d'évolution. Les variantes génétiques nécessaires pour résister aux différents pesticides étaient apparemment présentes dans chacune des populations exposées à ces produits chimiques. Partie D, le faux argument de l'évolution des bactéries. La bactérie E. coli est une bactérie incapable d'assimiler du citrate. Sur plus de 20 ans, différentes colonies de E. coli ont été soigneusement isolées et des échantillons prélevés chaque jour pour tracer les changements dans le génome. Après 15 ans, environ 33 000 générations,
une colonie s'est mise à assimiler de l'acide citrique. C'est la fameuse expérience d'évolution long terme de Lenski. Cet exemple ou des exemples semblables sont très largement utilisés pour illustrer la théorie de l'évolution et la possibilité pour des mutations de conduire à de nouvelles espèces. Les conclusions de cette expérience sont largement revues aujourd'hui. Elles sont en partie invalidées depuis 2006, cela fait donc plus de 15 ans. Nous nous baserons sur la contre-étude de Van Olvegen, Hofde et Scott Minnick de l'Université de l'Idaho aux États-Unis. Nous allons simplement suivre le fil de cette contre-étude. Certains auteurs soutiennent qu'une mutation extraordinairement rare est à l'origine de cette espèce évoluée E. coli cit+. Ils souhaitent faire reconnaître E. coli comme une nouvelle espèce. Cet argument se base dans ce cas sur le critère de l'utilisation du citrate pour différencier les espèces. Le fait qu'il ait fallu attendre 33 000 générations semble indiquer, et c'est compréhensible, que cet événement est rare et qu'il s'agit d'une innovation ou d'évolution. Notre étude montre que ce n'est pas le cas. Pour résumer, dans cette contre-étude, ils ont réussi à obtenir une assimilation du citrate en uniquement 100 générations. Et en fait, ils expliquent qu'il s'agit simplement d'un défaut dans l'expression d'un gène, le gène DCTA. 33 000 générations ne sont pas nécessaires pour obtenir le phénotype CIT+, avec l'expression défectueuse du gène DCTA. Les mutants CIT+, illustrent une capacité d'adaptation des micro-organismes. Cependant, cette expérience d'évolution long terme n'illustre en substance pas l'évolution dans son acceptation générale, à savoir la génération d'une information génétique nouvelle, un gène avec une fonction nouvelle. L'isolation du mutant CIT+, dans le cadre de cette expérience d'évolution sur une longue période, est devenue un cas classique pour soutenir la possibilité d'évolution sur le long terme, et donc d'apparition de nouvelles espèces. Sur la base de nos résultats, nous obtenons la même capacité à assimiler du citrate en quelques jours, contre des années dans l'expérience de Hull. Dans les deux cas, les gènes impliqués dans le processus ont conservé leur fonction, mais s'expriment différemment à cause d'une dérégulation. Nous soutenons qu'il n'y a pas de spéciation, pas plus qu'avec les autres mutants de E. coli. Une interprétation plus sérieuse de l'expérience d'évolution long terme est que la capacité d'évoluer de la bactérie E. coli est davantage limitée que ce qui était imaginé initialement. Les gènes impliqués dans le processus ont conservé leur fonction, mais s'expriment différemment à cause d'une dérégulation. Les mutations surviennent en effet. Dans ce cas-là, c'est bien une mutation, conjuguée à des facteurs extérieurs qui a permis à la bactérie d'assimiler le citrate. Les théoriciens de l'évolution sont libres de considérer la population qui a subi cette mutation comme une nouvelle espèce si cela leur fait plaisir. Nous restons cependant bloqués au même point. Les mutations ne peuvent pas créer de nouveaux gènes, de nouveaux organes, de nouvelles protéines. C'est pourtant ce que la théorie générale de l'évolution prévoit. Les mutations ne peuvent pas, scientifiquement, tenir lieu de moteur de nouveauté et d'accroissement de la complexité chez les organismes vivants. Conclusion, les mutations sont incapables de produire du matériel génétique nouveau. C'est pourtant la condition pour l'apparition de nouvelles protéines, de nouveaux organes et plus généralement de formes nouvelles. Parfois, une mutation peut déréguler l'expression d'un gène. De manière circonstanciée, cela peut conduire à un avantage. Que l'on appelle nouvelle espèce ou non la population qui a subi cette mutation, elle n'a pas évolué. Il n'y a aucun nouveau gène. Les expérimentations en laboratoire et avancées scientifiques contre-indiquent largement l'utilité des mutations pour la santé et la vitalité d'un individu. Les avancées scientifiques indiquent au contraire que la mutation est une anomalie et qu'elle est traitée comme telle par les cellules, à savoir repérée et éliminée. Les mutations n'ont jamais produit d'organes ou d'évolution singulièrement nouvelles. Prétendre qu'elles sont l'élément moteur de l'évolution est une spéculation gratuite et infondée, complètement contraire aux observations, aux expérimentations scientifiques et aux mécanismes connus du vivant. La sélection naturelle est un concept largement galvaudé et employé frauduleusement aujourd'hui. L'expression sélection naturelle désigne un ensemble de phénomènes qui induisent chez les organismes vivants des différences dans le succès reproductif selon les caractères portés par ces organismes. Ces mécanismes sélectionnent donc au fil des générations certains caractères plutôt que d'autres. Nous avons vu dans le chapitre précédent l'exemple des insectes qui résistent aux pesticides.
C'est un exemple de sélection naturelle. La sélection naturelle est un phénomène largement observé aujourd'hui et qui s'explique facilement. Si une sous-espèce de loup subit une mutation ou a un génotype issu d'un croisement qui a pour conséquence une diminution de la masse musculaire, ces loups ne seront peut-être pas en mesure d'attraper des proies très longtemps et disparaîtront. Ils laisseront la place aux sous-espèces ou aux races de loups qui ont les habilités nécessaires pour chasser efficacement. On pourrait illustrer ceci par une usine qui produit des voitures. Si l'on décide à la sortie de l'usine de trier les voitures et d'éliminer toutes les voitures qui ont un défaut, est-il possible que l'on obtienne un avion à un moment? Non, car le tri, l'élimination des éléments défectueux ne crée pas de nouveautés. Le mécanisme de la sélection naturelle explique la survie de certaines variantes ou races et la disparition d'autres variantes ou races au sein d'une espèce donnée. Elle ne fournit en aucun cas un élément suffisant pour une macroévolution ou évolution interespèce. Par exemple, du chimpanzé à l'homme ou d'une espèce X à l'homme. La sélection naturelle ne crée pas d'espèces. Elle ne crée rien de nouveau, elle sélectionne uniquement. La sélection naturelle peut avoir un effet stabilisateur, mais elle ne permet pas la spéciation. Ce n'est pas une force créative comme certains ont pu le suggérer. L'essence du darwinisme est résumée par la phrase suivante. La sélection naturelle est la force créative de l'évolution. Personne ne nie que la sélection naturelle joue un rôle négatif dans l'élimination des espèces non adaptées. Les théories de Darwin requièrent par contre que la sélection naturelle puisse créer une espèce adaptée. Le faux argument de la proximité génétique des espèces. Dès la fin du XXe siècle, des séquences complètes d'ADN pour différentes espèces ont été numérisées. Le Human Genome Project, projet génome humain, est emblématique de cette dynamique. Il a été mené entre 1988 et 2003 par de nombreuses universités américaines en coopération avec des pays du monde entier. On sait que l'ADN humain, donc l'ensemble de l'information génétique portée par l'ADN sur les 23 paires de chromosomes, représente entre 20 000 et 25 000 gènes. Un article de plusieurs biologistes donne le pourcentage de 1,24% de différence entre humains et chimpanzés. Il donne les chiffres suivants. 2185 transversions GC, 3734 transversions AC-GT, 1256 transversions AT, 2407 insertions ou suppressions. Au total, 24 165 substitutions. Il est assez difficile d'y voir clair. Le scientifique Bruce Bauer, dans une étude publiée dans Science News, donne les chiffres suivants. Étonnamment, environ 68 000 portions d'ADN diffèrent à un certain degré entre les deux espèces. Des sections de 300 nucléotides apparaissent uniquement dans le chromosome humain. D'autres sections, certaines longues de 54 000 nucléotides, apparaissent chez les deux espèces. Une autre étude donne les résultats suivants. Il s'agit de comparaisons sur le chromosome 22 uniquement. 83% des 231 séquences codantes, dont les gènes qui codent des fonctions indispensables, laissent apparaître des différences, jusqu'au niveau des acides aminés. Les conséquences de ces différences génétiques pour la biologie sont beaucoup plus compliquées que ce que l'on avait prévu. Premièrement, les estimations sur la proximité génétique diffèrent d'une étude à l'autre. Certains résultats soigneusement choisis sont abondamment utilisés pour illustrer le faible degré de parenté qu'il y a entre les humains et les chimpanzés. Le problème dans cette affirmation est que ceux qui commentent ces chiffres ont souvent un postulat, une lecture évolutionniste préétablie. Ils incluent implicitement le dogme de l'ancêtre commun et de l'évolution des espèces. Il y a une distance génétique énorme entre les chimpanzés et les humains. Les hommes ne sont pas proches des chimpanzés sur un plan génétique. Il faudrait plutôt dire que le chimpanzé est l'espèce la moins éloignée des hommes sur le plan génétique. Si on doit appliquer les modifications une à une, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'états intermédiaires, et rien n'indique que ces états transitionnels soient viables. Si je suis évolutionniste, je vais expliquer la proximité génétique entre le chimpanzé et l'homme par une proximité dans l'arbre généalogique. Les humains sont descendants ou proches cousins des chimpanzés, de toute façon, l'évolution est vraie, donc tout est logique. Si je suis créationniste, je peux tout aussi bien expliquer la proximité relative des hommes et des singes sur le plan génétique en faisant appel à un dieu créateur qui a créé les espèces proches et des espèces éloignées.
et qui a conçu certains caractères et comportements selon les mêmes lois, en leur donnant des éléments similaires, en même temps que des organes et facultés qui les distinguent les unes des autres. Ce scénario n'est pas du tout exotique d'un point de vue créationniste. Dieu aurait sûrement pu créer des espèces différentes à 100%, mais il a choisi de ne pas le faire. Je rappelle une nouvelle fois que l'homme et le singe ne sont pas proches, bien qu'ils partagent une partie importante de leur ADN. Il y a, sur un plan purement mathématique, des dizaines et des dizaines de milliers d'étapes à franchir pour passer d'un ADN homme à un ADN chimpanzé. Si l'on regarde tous ces véhicules, ils ont plein de points communs au niveau du fonctionnement. Un moteur à explosion qui entraîne la rotation des roues, des sièges, un guidon ou volant pour la direction, des boutons, un allumage avec des clés. Ces similarités, la proximité qu'ont ces machines les unes avec les autres, permettent-elles de conclure qu'elles ont toutes un ancêtre commun et qu'elles ont évolué à partir d'un pneu primitif sur des millions de générations? Non, les similarités ne nous permettent pas de conclure que ces machines ont évolué. Il faudrait pour cela déjà trouver tous les états intermédiaires qui existeraient entre le scooter et la voiture, puis entre la voiture et le véhicule utilitaire. Et évidemment, proposer un modèle d'évolution naturelle, dans le cadre duquel le scooter peut engendrer un scooter un peu différent et au terme de N générations, gagner une, puis deux roues, puis un toit pour donner une voiture. Que l'on souhaite démontrer qu'il y a une évolution linéaire entre le scooter et l'utilitaire, ou alors un arbre avec des branches et chemins isolés, cela revient au même. Dans cet exemple, la ressemblance est simplement la résultante d'une volonté supérieure de l'ingénieur ou du constructeur qui a conçu ces machines, et leur a donné des caractéristiques particulières tout en réutilisant des principes qui sont beaux et qui fonctionnent. Il y a au bas mot 20 000 opérations de mutation à effectuer sur l'ADN chimpanzé pour obtenir un ADN humain. Si l'on prend un point de vue évolutionniste, cela fait 20 000 états intermédiaires. Les mutations sont incapables d'engendrer une nouveauté d'aucune sorte. Organes, protéines, enzymes, elles sont souvent nocives ou simplement neutres. Les espèces, en considérant le seul élément moteur imaginable pour leur évolution, à savoir les mutations, sont fixes et n'évoluent pas. Elles n'acquièrent rien de notablement nouveau avec les générations. Que l'homme et le singe soient à une distance de 20, 100, 2000 ou 40 000 opérations sur l'ADN, ça ne change pas foncièrement l'impossibilité fondamentale du processus d'évolution. La ville de Paris n'est pas proche de la ville de Moscou, elle est moins éloignée de la ville de Moscou qu'elle ne l'est de la ville de Pékin, alors que Paris est collée à la ville de Saint-Ouen par exemple. L'espèce humaine n'est évidemment collée à aucune espèce. Elle est à une très grande distance génétique des autres, qui sont également à une grande distance génétique les unes par rapport aux autres. Les humains partagent aussi 90% de leur ADN avec le chat abyssinien et 85% avec la souris. Nous avons déjà vu que les mutations n'ont rien à apporter à la théorie de l'évolution. Nous verrons dans les chapitres suivants que le registre fossile est très largement insuffisant et ne remplit pas les conditions pour satisfaire le scénario évolutionniste. Ici, la réaction des évolutionnistes est souvent la suivante. Même si c'est difficile, ça doit être possible. Il faut imaginer des millions d'années et des millions de branches. Il faut aussi imaginer des mutations et une sélection naturelle qui élimine les formes non adaptées. Et c'est toujours la même façon de fonctionner. Le réel ne présente rien de satisfaisant, donc on se réfugie dans l'imaginaire et le spéculatif. On décrit des périodes historiques et des phénomènes biologiques comme si on lisait un roman. Les évolutionnistes souhaitent que l'évolution soit vraie. Beaucoup ont un biais cognitif et ont un argumentaire qui est à 90% de type spéculatif et imaginaire. Les similarités entre les espèces peuvent être le fruit de millions d'années d'évolution ou d'une création spéciale des espèces. Elles ne disent rien de plus. Un argument pour l'évolution serait de proposer un modèle vérifiable pour l'évolution des espèces, ou éventuellement de trouver dans le monde vivant ou dans le registre fossile des dizaines de milliers d'états intermédiaires entre les grandes classes animales. Conclusion. Bien souvent, il y a des préconceptions dogmatiques au sein desquelles on va essayer d'inscrire des chiffres ou des observations. C'est typiquement le cas ici. La proximité sur le plan génétique de l'homme et du chimpanzé n'est pas suffisante pour prouver l'évolution interespèce. Elle n'est d'ailleurs pas non plus une preuve de la création des espèces ex nihilo. Les fossiles.
Dans les chapitres précédents, nous avons listé une partie des impossibilités strictes pour l'évolution du vivant sur le plan biologique. L'inexistence de l'évolution en tant que phénomène biologique directement observable dans le monde vivant, l'incapacité stricte des mutations à être le phénomène moteur de l'évolution. Les mutations ne sont aucunement capables de transformer les espèces, tout en maintenant une vitalité, d'accroître la complexité du vivant au fur et à mesure des générations. Partie A, les fossiles ne constituent pas des preuves d'évolution. Très rapidement, revenons ici sur une conception fausse. Les fossiles existent par millions et millions. Dans tous les pays du monde, il suffit de creuser, et avec un peu de chance, on tombe sur des fossiles. Ces fossiles peuvent correspondre à des espèces existant aujourd'hui, ou des espèces éteintes comme les dinosaures. Certains tiennent ces découvertes comme des preuves de l'évolution. Il est important de bien catégoriser et saisir les implications. Qu'un fossile corresponde à une espèce existant aujourd'hui, qu'il corresponde à une espèce éteinte connue ou à une espèce éteinte pas encore connue, cela ne constitue en rien une preuve d'un quelconque phénomène d'évolution. Les fossiles sont des animaux morts, qui ont été probablement enterrés rapidement après leur mort. Rien n'indique que ces espèces enterrées ont évolué en autre chose. Elles se sont simplement éteintes. Par exemple, le tyrannosaure est une espèce éteinte, on trouve des squelettes ici ou là, aucune indication ou contre-indication pour la validité de la théorie de l'évolution, qui propose un modèle dans lequel les espèces évoluent naturellement sur de longues périodes et empruntent des formes successives. Ce qui nous intéresse, ce sont bien les fossiles pouvant constituer des formes intermédiaires entre les formes connues aujourd'hui, pour des espèces vivantes ou même éteintes. Partie B. Depuis Darwin, l'espoir placé dans le registre fossile en tant que témoin des millions d'années écoulées et des espèces animales disparues est grand. Darwin constate bien que les espèces sur Terre sont distinctes les unes des autres. Des classifications existent déjà à cette époque. Il faut savoir que Darwin a constaté également en son temps l'absence de fossiles pouvant constituer des formes intermédiaires entre les espèces connues. 2 extraits de son célèbre livre sur l'origine des espèces. Selon cette théorie, d'innombrables formes transitionnelles ont dû exister. Pourquoi ne les trouve-t-on pas enfermées dans les nombreuses couches géologiques de la Terre ? Le nombre de variétés intermédiaires qui a existé doit être gigantesque. Pourquoi chaque couche géologique n'est-elle pas remplie de ces chaînons intermédiaires ? La géologie ne révèle aucune chaîne graduelle. Cet élément est peut-être la plus évidente et la plus sérieuse objection qui puisse être brandie contre ma théorie. On peut tout à fait mettre ces déclarations en perspective. En effet, en 1859, les moyens pour entreprendre des recherches géologiques et le nombre de scientifiques à l'œuvre sont très inférieurs à aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à ce que tout au long du XXe siècle, les scientifiques aient déterré des milliers et des milliers de squelettes qui peuvent tenir lieu de formes intermédiaires entre 2 grands groupes animaux. C'est en tout cas ce à quoi s'attendaient ceux qui ont mis leurs espoirs dans la théorie de l'évolution. Une nouvelle fois, la réponse est un non formel. Nous commençons par cette déclaration de David Ropp, paléontologue à l'université de Chicago, qui a été conservateur d'une des plus grandes collections de squelettes du monde, le musée d'histoire naturelle de Chicago. 120 ans se sont écoulés depuis Darwin. La connaissance du registre fossile a énormément progressé. Nous avons aujourd'hui 250 000 fossiles, cependant la situation a peu changé. Les fossiles témoignant de l'évolution sont étonnamment rares. Et ironiquement, nous avons encore moins de fossiles pouvant tenir lieu d'espèces transitionnelles que nous n'en avions à l'époque de Darwin. Je veux dire par là que des cas classiques de fossiles intermédiaires comme ceux de l'évolution du cheval en Amérique du Nord ont dû être écartés ou modifiés suite à l'apport d'informations plus détaillées. Ce qui ressemblait à une progression fluide et simple quand nous avions peu de données, apparaît aujourd'hui bien plus complexe et moins graduel. Les problèmes de Darwin n'ont pas été atténués dans les 120 dernières années. Le registre fossile montre une diversité, mais très difficilement peut-elle être regardée comme une conséquence de la sélection naturelle. En fait, le registre fossile ne documente pas une seule forme transitionnelle entre une espèce et une autre. Les espèces fossiles demeurent inchangées au cours de leur histoire et le registre fossile ne contient pas un seul exemple transitionnel significatif.
Je suis d'accord avec votre commentaire sur l'absence d'illustration directe de forme transitionnelle dans mon livre. Si j'en connaissais une seule, je l'aurais certainement ajoutée. La plupart des ordres, des classes et phyla apparaissent soudainement et ont déjà acquis tous les caractères qui les distinguent des autres. Niels Elderedge est un paléontologue américain, co-auteur avec Jay Gould de la théorie des équilibres ponctués proposée en 1972. La transition fluide d'une forme à une autre, à savoir une implication évidente de la théorie, n'est pas soutenue par les faits. La recherche du chaînon manquant entre plusieurs créatures vivantes, comme les hommes et les singes, est perdue d'avance, car ces créatures n'ont probablement jamais existé en tant que type transitionnel. Personne n'a encore trouvé de preuve de l'existence d'une telle créature intermédiaire. Cette anomalie a pu être attribuée à des trous dans le registre fossile que les gradualistes espéraient combler quand ils trouveront une strate rocheuse correspondant à la bonne époque. Cette dernière décennie, les géologues ont extrait des couches rocheuses pour toutes les divisions des 500 millions dernières années. Aucune forme transitionnelle n'y était contenue. Si cela n'est pas le registre fossile qui est incomplet, cela doit être la théorie. Les transitions morphologiques graduelles entre des présumés ancêtres et descendants, anticipées par la plupart des biologistes, sont manquantes. Une parenthèse rapide sur Lucie. En 1974, un squelette est découvert en Afrique par Donald Johanson et son équipe. Ce squelette a été considéré comme un représentant de l'ancêtre commun entre les chimpanzés et les humains. Voici la totalité des ossements retrouvés. Parmi les arguments avancés pour qualifier ce squelette de squelette intermédiaire, il y a l'os du genou, un peu différent de celui des chimpanzés et de celui des humains. C'est l'argument principal pour avancer que Lucie était capable d'une bipédie régulière, à la différence des chimpanzés. Johanson a reconnu avoir trouvé l'os de l'articulation du genou à 2 km du reste du squelette et à 700 mètres de différence au niveau de la strate. Le pire est que ça n'a même pas l'air de le déranger. En 1974, Lucie a été retrouvée, à un endroit situé environ à 2 km au nord-est de l'endroit où nous avons trouvé l'os du genou. De manière générale, des anthropologues par dizaines se sont simplement contentés de qualifier ce squelette de très incomplet, donc par défaut inéligible à représenter une espèce intermédiaire. En blanc, on peut voir les pièces du crâne qui sont issues d'une reconstitution. En marron, les pièces du squelette effectivement retrouvées. Richard Leakey, un anthropologue mondialement connu, a justement qualifié les spéculations faites à partir de ce crâne de Imagination made of plaster of Paris, qu'on pourrait traduire péniblement par spéculation sur la base de construction de plâtre. On peut également illustrer la malhonnêteté, ou du moins les trop grandes libertés que certains musées ou magazines prennent pour représenter Lucie. Cette reconstitution, par exemple, on voit bien le blanc des yeux pour forcer l'aspect humain, alors qu'on n'a strictement aucun indice pour dire que Lucie avait des yeux humains. Et les pieds qui sont très proches des pieds humains, alors qu'une nouvelle fois, strictement aucun os des pieds n'a été retrouvé. Sur le plan scientifique, il s'agit de procédés proprement mensongers et honteux. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Il faut absolument qu'on trouve des preuves de l'évolution dans le registre fossile, quitte à en inventer si elles n'existent pas. Si on n'invente pas de preuves, les gens vont croire qu'on n'en a pas. À l'époque de sa découverte, et pour beaucoup de scientifiques, ce squelette est toujours le meilleur représentant de l'ancêtre commun entre les chimpanzés et les hommes. Le niveau de malhonnêteté et d'exagération de beaucoup de commentateurs est stupéfiant. On a un bon exemple ici de biais cognitifs gigantesques, aussi bien de la part de Johanson que des commentateurs et des gens qui apportent du crédit à cette découverte. La conclusion de l'étude est faite à l'avance. Le chimpanzé et l'homme ont un ancêtre commun, on doit absolument trouver des fossiles qui satisfassent cette proposition. Le registre fossile ne documente aucunement des espèces transitionnelles pouvant tenir lieu d'intermédiaire entre les groupes ou espèces connues aujourd'hui. Alors que l'on s'attend dans le cadre du modèle évolutionniste à en trouver des millions et des millions, tant la diversité du monde animal est grande et les trajectoires d'évolution des espèces ont dû être riches. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'espèces intermédiaires enterrées sous terre.
La convergence évolutive. On représente traditionnellement l'évolution par un grand arbre au sein duquel toutes les espèces sont inscrites. Cet arbre contient plusieurs branches qui correspondent chacune à ce que l'on appelle un règne, un embranchement, une classe ou un ordre. Par exemple, les mammifères sont une classe d'animaux vertébrés. Les reptiles en sont une autre, les oiseaux en sont une autre. Considérons le schéma suivant. Au centre, un ancêtre commun hypothétique. À gauche, la classe des reptiles, qui comprend les dinosaures, les crocodiles, les serpents, etc. À droite, les mammifères, les chimpanzés, les hommes, les rats, les girafes, etc. L'évolution fonctionne sur la base du phénomène complètement aléatoire que sont les mutations génétiques. Des caractères sont éventuellement acquis par ce biais et transmis à la descendance. La relation à l'environnement conditionne la survie des individus et donc de ces caractères nouveaux. On distingue par exemple les reptiles des autres animaux par la présence d'écailles, les mammifères par l'allaitement. Un pangolin sauvage apparaît. Le pangolin est un mammifère à écailles. Il a des écailles comme les reptiles, cependant c'est un mammifère. Donc les femelles allaitent et le système reproductif est très proche de celui des humains et de la plupart des mammifères. Le mâle produit du sperme, la femelle produit des ovules, a un utérus et une gestation interne. Donc, de quelle branche le pangolin provient-il? Si on le place sur la branche des reptiles, à quelque niveau que ce soit, cela signifierait qu'il a développé sur la base de mutations aléatoires un système reproductif mammifère, complètement indépendamment donc de la branche mammifère. Si on le place sur la branche mammifère, cela signifie qu'il aurait évolué sur le plan de l'épiderme pour avoir des écailles par-dessus sa peau exactement comme les reptiles. On pourrait être tenté de le placer en bas, donc en tant qu'ancêtre commun pour ces deux groupes. Cela pourrait fonctionner si le pangolin était le seul exemple. Le problème est qu'il y a de très nombreux exemples d'animaux qui empruntent des caractères à plusieurs branches. Cette position sera donc contestée par des dizaines d'animaux et de genres. Un rappel. La théorie de l'évolution ne retient que les mutations comme vecteurs de nouveautés. On ne peut pas considérer la pression de l'environnement en tant que telle pour expliquer l'apparition des caractères. Dans notre exemple, le pangolin ne peut pas avoir développé des écailles suite à un besoin de protection par exemple. Cela serait du lamarckisme. La nouveauté doit exclusivement être issue de mutations aléatoires, qui sont ensuite éventuellement retenues si elles confèrent un avantage. Donc ici, le pangolin est un mammifère, et les mutations aléatoires lui auraient apporté rigoureusement le même système d'écailles que l'on trouve sur une autre branche, celle des reptiles. Autre exemple, nous avons les oiseaux d'un côté, les mammifères de l'autre. Les oiseaux sont caractérisés par la ponte d'œufs, évidemment des ailes pour voler même si certains ne volent pas, et aussi des plumes. Le système des plumes est très différent du système pileux chez les mammifères. L'ornithorynque est un mammifère qui pond des œufs, a un bec, mais allaite ses petits et n'a pas de plumes. Il a deux caractéristiques qui le rattachent aux mammifères, deux qui le rattachent aux oiseaux. De quel ordre est-il premièrement issu? On se trouve à nouveau dans une position très inconfortable. Soit il est issu de la branche des mammifères et il a développé sur la base de mutations aléatoires la capacité de pondre des œufs et un bec très semblable à celui du canard, soit il est issu de la branche des oiseaux et il a développé un système pileux et la capacité de produire du lait maternel et d'allaiter. Sans même parler des autres éléments qui distinguent complètement cet animal de tous les autres. Comment des mutations aléatoires peuvent-elles produire des systèmes rigoureusement semblables dans deux branches complètement distinctes dans l'arbre de l'évolution? Nous avons le même problème avec les cétacés, les mammifères marins, qui auraient développé des organes très proches de ceux des poissons, tout en étant des mammifères, donc issus des mammifères terrestres. Encore une fois, nous rappelons que ce sont des mutations 100% aléatoires qui doivent avoir conduit le processus d'évolution. L'apparition de nageoires ne peut pas résulter directement d'un besoin de nager. Ce sont des mutations aléatoires qui doivent avoir produit des nageoires qui ont ensuite été conservées. C'est comme si l'on demandait à deux personnes de remplir 2 livres vierges avec des lettres au hasard et qu'elles arrivaient au même résultat. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, on appelle ce phénomène la convergence évolutive.
Le fait qu'il ait un nom ne le rend pas cohérent pour autant. On peut affirmer raisonnablement que les trois exemples que nous avons abordés contre-indiquent radicalement la théorie de l'évolution dans son acceptation générale, à savoir un modèle d'acquisition des caractéristiques dans des branches successives par des mutations aléatoires et de transmission des caractères au cours des générations. Il semblerait plutôt que certaines espèces possèdent certaines caractéristiques, par exemple les plumes, la ponte des œufs, le bec, les poumons, à la manière de modules, et ces modules sont distribués parmi les espèces. Aucun modèle généalogique cohérent ne peut être tiré de la répartition de certains caractères. Le 16 juillet 1961, Ralph Boston, un athlète américain spécialiste du saut en longueur, s'élance sur la piste et atteint 8 mètres 28. Il bat son propre record et par la même occasion le record du monde qu'il détenait déjà. En 1962, le soviétique Ter Ovanesyan atteint 8 mètres et 31 cm. En 1964, Ralph Boston bat à nouveau le record du monde. Il atteint 8 mètres 34, puis 8 mètres 35 en 1965. En 1968, Bob Beamon atteint 8 mètres 90 à Mexico. Enfin, en 1991, l'Américain Mike Powell bat le record du monde à Tokyo et atteint 8 mètres 95. C'est le record actuel du saut en longueur. Question. Dans des conditions régulières de compétition internationale, combien de temps faudra-t-il à un athlète pour dépasser la barre des 10 km en saut en longueur? Le record du monde est battu régulièrement. On peut tout à fait imaginer que, degré par degré, quelqu'un atteindra un jour 10 km. Cette question est-elle sensée? Pas vraiment. Il s'agit de bon sens. Sans pour autant que l'on puisse déterminer précisément une distance qui ne sera jamais battue, par exemple 9 mètres, 9 mètres 50, 10 mètres ou 12 mètres, on peut catégoriquement affirmer que jamais un athlète n'atteindra 10 km en sautant. Le débat autour des mutations comme moteur et cause de nouvelles espèces procède rigoureusement des mêmes arguments. Il y a une variabilité des espèces, parfois même l'interfertilité entre deux races disparaît, parfois une mutation procure un avantage de manière très circonstanciée à une population, en activant un gène ou modifiant son expression par exemple. Cependant, les théoriciens de l'évolution affirment que ce phénomène qui crée des races et qui est source de variabilité au sein d'un groupe est également capable de transformer radicalement les espèces, par exemple d'une espèce singe à l'homme. La personne qui apporte le contre-argument, elle, soutiendra que les modifications et donc la transformation est limitée, qu'elle n'a jamais et ne pourra jamais dépasser un certain stade. Nous avons vu que les espèces sont très distantes sur un plan génétique, et nous le verrons à nouveau dans les chapitres ultérieurs. Les évolutionnistes soutiennent que puisque Mike Powell a atteint 8,95 m, quelqu'un un jour pourra atteindre 10 km. Le débat autour des variations, microévolutions et de la possibilité de macroévolution peut être résumé en ces termes. Nous allons dans cette partie aborder la relation entre l'ADN, l'ARN et les protéines. Nous nous laisserons guider par les explications du célèbre biochimiste britannique et australien Michael Denton, spécialiste des maladies génétiques oculaires, professeur au King's College de Londres. Commençons par parler des acides nucléiques. Il y a deux acides. Le premier, l'ADN. Si l'on prend une comparaison avec une usine d'assemblage, l'ADN peut être considéré comme les plans originaux des diverses machines et composants de l'usine. Les molécules d'ARN ou ARN messager, elles, s'occupent de transporter les informations contenues dans l'ADN vers les nombreuses parties de la cellule où se fabriquent les protéines particulières. Les molécules d'ARN sont des photocopies des molécules d'ADN portées à l'atelier où les techniciens et ingénieurs concrétisent l'information abstraite en une machine. Les protéines sont les machines de la cellule. Ce sont elles qui exécutent les tâches fonctionnelles dans l'organisme. La copie de l'ADN en ARN messager est appelée transcription. L'opération de création des protéines à partir de l'ARN est appelée traduction. L'ADN et l'ARN sont constitués de deux brins enroulés l'un dans l'autre. Les nucléotides sont toujours considérés par paires, une sur le premier brin et l'autre en face sur le deuxième brin de la molécule. L'ADN est constitué de nucléotides thymine, adénine, cytosine et guanine, T, A, C et G.
L'ARN, lui, est constitué des mêmes nucléotides, sauf pour la thymine qui est transcrite en uracile. Dans l'ADN, une nucléotide A est toujours associée sur l'autre brin à une nucléotide T, et G associée à C. Dans l'ARN, une nucléotide A est associée à U et G associée à C. Voilà par exemple une chaîne d'ADN et au-dessus la chaîne d'ARN correspondante après la transcription. Ceci est une simulation de la transcription de l'ADN et la création de l'ARN. Cette opération a lieu dans toutes les cellules de votre corps en permanence. En orange, la chaîne d'ARN transcrite à partir de la chaîne d'ADN en violet. La même simulation au ralenti est vue de près. Cette vitesse est la vitesse réelle, environ 40 nucléotides par seconde. Une fois transcrit, l'ARN se déplace dans le ribosome. La traduction de cette molécule est ensuite effectuée par un complexe d'une cinquantaine de protéines. Les nucléotides de l'ARN sont ensuite décodés en triplets et non en pairs. Comme il y a 4 nucléotides sur l'ARN, cela fait 4 puissance 3 égale 64 possibilités de triplets différents. Chaque triplet a une correspondance avec un acide aminé, sérine, proline, tréorine, etc. Les triplets UAA, UAG et UGA servent de signe de ponctuation et signifient arrêt. D'autres triplets ont un double sens selon leur position dans la séquence. Une séquence de triplets est synthétisée en une protéine, un peu à la manière du décodage d'un message en morse. Pour résumer, la synthèse des protéines dans la cellule est le résultat d'une subtile relation entre deux classes entièrement différentes de molécules, les protéines et les acides nucléiques. Comme si ça n'était pas assez complexe, parallèlement à toutes ces opérations, tout ce système s'autoréplique en permanence, c'est la division cellulaire. Maintenant que nous avons grossièrement décrit le système ADN-ARN-protéines, nous pouvons considérer les propositions pour savoir si ce système a évolué, ou même s'il a pu évoluer. Nous parlons donc ici de l'apparition de la cellule en tant que système organisé, et non d'une espèce animale ou végétale. La décennie 1950-1960 a été révolutionnaire pour les découvertes en biologie moléculaire. Avant cette révolution, on espérait que les avancées puissent faire apparaître des intermédiaires, des chaînons entre les formes chimiques inorganiques et les formes organiques de la cellule. Le mythe d'une soupe primordiale est entretenu à ce propos. La soupe primordiale serait le mélange mystérieux d'éléments chimiques non vivants ayant donné naissance naturellement à la première espèce vivante, qu'on suppose être une espèce monocellulaire. Malheureusement, le niveau de complexité et d'élaboration d'une seule cellule avait été très largement sous-évalué. Depuis les années 1950, on commence étape par étape à comprendre le fonctionnement des cellules et on se rend compte de l'océan de complexité qu'une seule cellule représente, et également des différences entre les différents types de cellules. Au lieu de mettre au jour une multitude de formes de transition par lesquelles l'évolution de la cellule aurait pu s'accomplir, la biologie moléculaire n'a fait que souligner l'immensité du fossé. Entre une cellule vivante et le système non biologique le plus ordonné tel le cristal ou le flocon de neige, il y a un abîme aussi vaste et absolu qu'il est possible de le concevoir. Aucun mécanisme, même hypothétique, n'a été proposé pour la génération des algorithmes qui régissent le fonctionnement des acides nucléiques. Ainsi, les cellules les plus simples qu'il nous soit donné d'étudier n'ont rien de primitif. Les vestiges des structures vraiment primitives sont indiscernables. Personne n'a aucune idée ni même aucune piste sérieuse pour expliquer l'apparition,
la formation de la cellule dans le cadre d'une évolution naturelle, lente et progressive. Rien n'indique que la cellule ne soit apparue selon un mécanisme d'évolution ou de transformation progressive. La cellule n'a pas évolué, le système ADN-ARN-protéines n'a pas évolué. La disparition de la fertilité entre deux groupes. La disparition de la fertilité est un phénomène réel. Commençons ici par écouter Guillaume Lecointre qui décrit ce phénomène avec l'exemple du métro de Londres. Dans ces moustiques, il y a de la variation. Il y en a qui aiment bien les climats très chauds et qui ne supportent pas l'humidité ni l'hiver. Et il y en a qui supportent un peu mieux l'humidité et l'hiver. Seulement, que s'est-il passé à Londres? C'est que les Anglais ont construit un métro. Le variant du moustique qui n'aime pas la pause hivernale et qui n'aime pas le froid n'a pas pu résister, on va dire, aux conditions de l'extérieur. Il est quasiment absent des conditions de l'extérieur, mais il s'est installé au début à fréquence basse dans le métro. Pourquoi dans le métro? Dans le métro, vous avez la bouffe à gogo, les souris, les rats, les hommes aux heures de pointe qui se font piquer, vous voyez, c'est fait. La bouffe pour une femelle de moustique dans le métro, c'est très bien. Hein. Vous avez les flaques d'eau, eh bien, les deux moustiques sont devenus impossibles à reproduire entre eux. Depuis 75 ans, ils ont accumulé des changements, ce qui fait qu'en laboratoire, les gens ont essayé de les croiser, je ne vais pas vous dire de force, mais presque, impossible de faire de la descendance fertile avec ces deux moustiques. On a fait, en moins de 75 ans, on a fait une nouvelle espèce. Alors, sans l'avoir voulu, bien sûr. Mais on sait que ce Culex molestus, nouveau nom d'espèce qu'on a donné à ce moustique du métro londonien, est un ancien variant. Par apparentement génétique, on voit bien que c'est un ancien variant du Culex pipiens que l'on connaît aujourd'hui. Résumons, nous avions à l'origine une race de moustiques. Un groupe s'est retrouvé isolé dans le métro et a fini par ne plus pouvoir se reproduire avec le groupe d'origine. On a donc un groupe A et un groupe B. La même situation a été observée avec des lapins isolés sur une île, qui après plusieurs années n'étaient plus en mesure de se reproduire avec la race de laquelle ils étaient issus. Le phénomène qui a lieu ici est celui de la dérive génétique qui résulte sur l'apparition d'une barrière de reproduction. La dérive génétique est la variation aléatoire des fréquences alléliques au sein d'une population et au cours des générations. Donc, en d'autres termes, variation des fréquences alléliques, éventuellement mutation qui affecte aussi le code génétique. On se retrouve avec un groupe qui n'est plus en mesure de se reproduire avec le groupe d'origine, qui a des allèles, donc versions de gènes, trop différentes pour permettre la reproduction. On peut en tirer pour le vivant les capacités suivantes. Une espèce vivante est capable de se diviser en n groupes, chaque groupe pouvant par différenciation génétique ou sous la pression de l'environnement ne plus être en mesure de se reproduire avec un groupe parent ou cousin. On peut affirmer une chose, aucune des sous-espèces ne contient de gènes nouveaux. Aucune des sous-espèces ne contient d'organes nouveaux. Il est également probable qu'aucune des sous-espèces n'ait une vitalité plus grande que l'espèce mère. La richesse de l'ADN n'augmente pas. Éventuellement, des gènes existants s'expriment différemment, mais il n'y a aucun nouveau gène. Donc, l'espèce dans son ensemble reste sur le plan phénotypique limitée à ce que le génome est capable de coder, les protéines, les organes, etc. Reprenons nos critères pour l'évolution au chapitre 2. L'apparition de formes nouvelles, une augmentation générale de la complexité sur des temps longs. Ces critères sont-ils satisfaits par la disparition de l'interfertilité suite à l'isolement de deux populations de moustiques? On peut prendre l'exemple des chiens. À force de croisement, on a obtenu différentes races. Parmi celles-ci, le chihuahua. La race chihuahua a un ADN pauvre. Elle n'est pas capable d'engendrer autre chose que des chihuahuas. Pour des raisons génétiques ou même logistiques, il se peut qu'elle ne soit plus interfertile avec les représentants de la race mère, probablement des loups. Le chihuahua n'est pas un loup évolué, pour autant, il n'est pas certain que cette race ait une vitalité supérieure au loup. Les potentialités génétiques, dans ce cas, ont diminué avec les générations. Il n'y a pas d'évolution. Ce chapitre est à mettre en perspective avec celui sur l'inefficience totale des mutations pour apporter du matériel génétique nouveau. Nous nous heurtons ici à un conflit sémantique inévitable. Si l'on définit une espèce par un groupe dont les individus sont capables de reproduction entre eux,
L'exemple de Monsieur Lecointre est effectivement un exemple d'apparition d'espèces, mais pas d'évolution, à moins également de modifier complètement le sens de l'évolution, et c'est souvent ce qui est fait de manière permissive. On est toujours strictement incapable de proposer un phénomène naturel expliquant l'origine du genre loup, du genre ornithorynque, du genre pangolin, du genre moustique, du genre homme. On est toujours également incapable de proposer un phénomène naturel qui accroît la complexité du génome au cours des générations, et donc qui expliquerait l'origine des animaux. Les pirouettes sémantiques ne changent rien. Les espèces demeurent des cercles fermés. On peut ajouter ici une référence au chapitre sur le séquençage des protéines comparées, qui montre qu'aucune espèce ne peut tenir lieu d'intermédiaire entre deux groupes, et également une référence au chapitre sur les gènes orphelins, qui montre que l'on peut catégoriquement affirmer que des espèces, considérées jusque-là comme voisines, n'ont en fait pas d'ancêtres communs. La disparition de l'interfertilité est abusivement utilisée pour illustrer l'évolution interespèce, alors qu'elle ne l'indique pas du tout. Elle indique simplement qu'une espèce donnée peut se subdiviser en plusieurs races incapables de reproduction entre elles. Aucune des deux exigences pour l'évolution n'est satisfaite, à savoir du matériel génétique nouveau et un accroissement de la complexité. Le séquençage des protéines comparées. Comme nous l'avons vu, la décennie 1950-1960 a constitué une révolution dans la compréhension du génome et des mécanismes cellulaires. De manière évidente, les attentes étaient fortes sur bien des points. Un des points où les résultats étaient attendus avec beaucoup de ferveur est le séquençage des protéines et la comparaison de ces séquences d'acides aminés d'une classe animale à une autre. L'exemple typique est celui de la grenouille. Dans la mesure où cette espèce est amphibie, il a été longtemps défendu par les tenants de la théorie de l'évolution que les espèces poissons sont passées par le stade grenouille ou un proche parent de la grenouille avant d'évoluer vers les espèces animales terrestres que nous connaissons. On devrait, grâce à ces séquences, pouvoir retracer au moins grossièrement un chemin d'évolution, savoir quelle espèce est l'ancêtre d'une autre ou quelle espèce partage un ancêtre commun proche avec une autre. Et enfin, on devrait pouvoir proposer un arbre généalogique des espèces qui soit basé sur des faits solides et des déductions mathématiques. Nous reproduisons ici une nouvelle fois les développements de Michael Denton qui se basent sur les résultats publiés dans le livre Atlas of Protein Sequence and Structure, publié en 1972 par la chimiste Oakley Dayhoff. Nous considérerons le cas de la protéine cytochrome C qui compte une centaine d'acides aminés et est intimement liée à la production d'énergie cellulaire. La première constatation intéressante est que les espèces qui étaient classées proches l'une de l'autre, que ce soit par une classification taxinomique traditionnelle ou alors une prédiction évolutionniste, le sont effectivement quand on compare la séquence de la protéine cytochrome C. Par exemple, la protéine cytochrome C chez le cheval et chez le chien, qui sont deux mammifères, n'a qu'une divergence de 6% des acides aminés. La divergence entre le cheval et la tortue, deux vertébrés, est de 11%. Celle entre le cheval et une mouche est de 22%. Ce qui est frappant cependant, c'est que chaque sous-classe de séquence identifiable est isolée et distincte. Chaque séquence peut être assignée sans ambiguïté à une sous-classe particulière. Aucune séquence ni aucun groupe de séquences ne peuvent être désignés comme intermédiaires par rapport à d'autres groupes. Toutes les séquences de chaque sous-classe sont isolées au même degré des membres d'un quelconque autre groupe. Les classes de transition, ou classes intermédiaires, sont totalement absentes de la matrice. Pour mieux comprendre, ce tableau donne 33 comparaisons entre la protéine cytochrome C chez la bactérie Rhodispirillum rubrum et les variétés d'un grand nombre d'espèces eucaryotes. Tous les groupes sont à la même distance de leur homologue bactérien. Le tableau regroupe des espèces animales aussi bien que végétales et aussi des levures. Si l'on écarte les levures, la distance entre toutes ces espèces et la bactérie concernée varie entre 64% et 67%. Que signifie cet écart? Cela signifie qu'aucun cytochrome eucaryote n'est intermédiaire entre le cytochrome bactérien et les autres cytochromes eucaryotes. Par rapport à la bactérie, tous les eucaryotes sont à égale distance. L'ensemble des cytochromes eucaryotes se comporte comme une classe isolée et unique. Il n'existe aucun type de cytochrome isolé
qui enjambe la discontinuité divisant le règne du vivant en ces deux types fondamentaux. Le règne bactérien n'a aucun voisin parmi la fantastique diversité des types eucaryotes. Les chaînons manquants sont bel et bien manquants. On observe le même phénomène à un niveau taxinomique plus bas. Par exemple, ce diagramme montre la distance entre le bombix, qui est un papillon de nuit, et d'autres espèces animales. Et on aurait des chiffres semblables si le cheval était à gauche et les autres à droite. Cet autre diagramme montre la distance entre la lamproie et d'autres espèces animales. Une nouvelle fois, impossible de distinguer une espèce par une proximité unique. Ce diagramme est intéressant parce que la série évolutive classique cyclostome, poisson, amphibien, reptile, mammifère est invalidée. L'homme est aussi proche de la lamproie que le poisson. Je répète, l'homme est aussi proche de la lamproie que le poisson. Aucun des groupes de vertébrés à mâchoire n'est intermédiaire entre les vertébrés sans mâchoire et les autres groupes de vertébrés. Si vous comprenez mal, faites pause et regardez bien les chiffres. Dans ce cas-là, les évolutionnistes s'attendaient par exemple à ce que la protéine cytochrome C de la carpe ne soit qu'à 5% de différence avec la lamproie, et la grenouille à 20%. Cela aurait été conforme à l'image que l'on se fait de l'arbre généalogique des espèces. La même image se dégage lorsque l'on compare l'ADN et l'ARN. C'est la même chose entre les hommes et les singes. Il est impossible de mettre telle ou telle espèce de singe plus proche d'un hypothétique ancêtre commun. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que si on prend une autre protéine que le cytochrome C, on va avoir des distances différentes mais qui restent uniformes entre les espèces. Par exemple, la protéine cytochrome C varie de 13% entre plusieurs espèces animales et la carpe, mais pour l'hémoglobine, c'est 50% de distance entre ces mêmes espèces animales et la carpe. Cela signifie, dans le cadre de l'évolution, qu'une protéine A évoluerait de manière régulière, expliquant ainsi l'équidistance entre les animaux d'un même groupe taxinomique, et qu'une autre protéine B évoluerait également de manière régulière, mais avec une vitesse inférieure ou supérieure. Donc, une évolution régulière et précise avec différentes horloges, ou autrement dit un différent tempo, selon que l'on considère tel gène de l'ADN, tel bout de l'ARN ou telle protéine. Je pense qu'il n'est même pas utile de commenter cette spéculation, on est strictement à l'opposé des prédictions faites dans le cadre de la théorie de l'évolution. C'est tout simplement impossible. Donc, si on essaie de résumer ce chapitre, on pourrait dire que les classifications traditionnelles sont valides. La notion d'espèce a un sens. Ça n'est pas un concept imprécis. Les espèces peuvent être classées, mais aucunement dans un arbre généalogique. Elles ne sont ni sœurs ni cousines. Les espèces sont des cercles fermés, distinctes sur bien des points, équidistantes les unes par rapport aux autres pour un groupe taxinomique donné. Par exemple, tous les singes, ou alors les vertébrés avec mâchoire, ou alors les mammifères. La conséquence de cette équidistance est qu'il est impossible de considérer une espèce comme parent d'une autre, ou alors comme étant plus proche d'un ancêtre commun hypothétique. Ce chapitre concerne le développement embryonnaire chez les animaux et les insectes. Partie A, le gène bicoïde. Chez un animal ou un insecte, l'ontogénèse, à savoir le développement progressif d'un organisme depuis sa conception jusqu'à sa forme mûre, est une étape décisive. C'est le moment où les organes se forment, où les os se structurent les uns par rapport aux autres, où l'organisme acquiert sa forme définitive. Tant elle est capitale et précisément réglée, il semble assez logique de considérer cette phase d'ontogénèse comme difficilement sujette à des transformations brutales, causées par des mutations ou n'importe quel autre vecteur d'évolution de l'espèce. Le biochimiste Nicolas Rasmussen de l'Université de Chicago formule cette proposition de la manière suivante. Les gènes jeunes sont probablement moins enracinés que les gènes plus vieux. Si le modèle de l'évolution est correct, les fonctions génétiques responsables des développements primordiaux doivent être les plus anciennes, car il est probablement impossible pour un nouveau gène d'apparaître tôt dans le mécanisme d'ontogénèse. Si l'on accepte la théorie de l'évolution, on est tenu d'inscrire les espèces au sein d'un arbre généalogique. En effet, la théorie de l'évolution est très hautement liée à la notion d'ancêtre commun pour tous les êtres vivants. Par exemple,
Si l'on considère les espèces A, B, C, D et E qui, selon la théorie de l'évolution, seraient proches parentes l'une de l'autre, on peut s'attendre à ce que les mécanismes de développement embryonnaire soient partagés ou au moins semblables entre toutes. Le gène bicoïde est un gène à effet maternel. Il est déposé directement dans l'ovocyte par la femelle. Ce gène intervient directement dans la formation de ce qui deviendra la tête et la partie thoracique de l'individu. La mouche drosophile a un développement embryonnaire qui suit ce schéma-là. Certains insectes se développent de cette manière, d'autres selon un paradigme très différent. Ce diagramme montre la répartition du système bicoïde parmi des espèces de l'ordre des diptères. L'ensemble des diptères comprend plus de 150 000 espèces de mouches. Certaines ont un système classique, d'autres un système bicoïde. On constate que même des espèces voisines selon cet arbre, la mouche Tsetse glossinidae et la mouche Mucidae, ne partagent pas du tout le même système. La seconde fonctionne avec le gène bicoïde. Nous sommes ici à un rang taxinomique très bas. Il s'agit uniquement de mouches. Il est une nouvelle fois très difficile, en inscrivant les espèces au sein d'un arbre généalogique, d'expliquer la répartition hasardeuse et diffuse de certaines capacités ou fonctionnements génétiques. En l'occurrence, on a davantage l'impression que le gène bicoïde est distribué de manière aléatoire, un peu comme les boules de Noël sur un sapin. Certaines espèces l'ont, d'autres ne l'ont pas. Ici, nous nous sommes limités aux mouches. Il y a les mêmes difficultés pour la théorie de l'évolution vis-à-vis des développements embryonnaires pour d'autres classes ou genres. Ceux qui ont travaillé avec plusieurs formes de développement embryonnaire ont forcément été surpris par la variété énorme de modes de développement embryonnaire au sein du monde animal. Partie B, la profondeur ontogénique. Cette seconde partie est très liée à la première. La profondeur ontogénique est la distance pour un animal donné entre le stade monocellulaire et le stade adulte capable de reproduction. Sur cette vidéo, nous pouvons voir le développement d'un œuf de Caenorhabditis elegans. Au départ, une seule cellule. À la fin du développement, environ 1000 cellules. Les cellules, au fur et à mesure du développement, se spécialisent, se différencient et forment le système nerveux, les organes, etc. La théorie de l'évolution, dans son acceptation générale, se base sur les mutations. Une mutation doit survenir à un moment donné dans la vie d'un individu, provoquer un changement anatomique ou comportemental notable. Cette anomalie ensuite, si l'environnement le permet, distinguera cet individu et sa descendance de la population de laquelle il est issu, éventuellement jusqu'à la disparition de l'interfertilité. Ce phénomène se répète ensuite éventuellement des millions et millions de fois. Un point important est que les mutations doivent être transmises à la descendance. Sur ce schéma, on peut voir la lignée cellulaire pour l'espèce C. elegans, en partant en haut d'une cellule unique, puis, au gré des divisions, les cellules spécialisées pour les différents composants du corps. L'argument de la profondeur ontogénique est simple. Une mutation qui a un impact réel sur l'organisme ne peut pas survenir haut dans cette hiérarchie, donc tôt dans le développement. Cela aurait des conséquences létales car il y a trop d'organes, trop de composantes essentielles à l'organisme qui dépendent du déroulement normal de l'ontogénèse. Donc, il faut exclure une mutation qui survienne tôt. Pour ce qui est des mutations qui surviennent tard, c'est le problème dans l'autre sens. Il est peu probable qu'elles fassent une différence quelconque. Nous avons parlé précédemment des mécanismes de repérage de l'ADN défectueux dans les cellules. Par exemple, une mutation qui survient lors de la copie de l'ADN dans une des cellules de votre avant-bras, votre corps l'éliminera très vite. Votre ADN est déjà répliqué dans toutes les cellules de votre corps et votre organisme est largement équipé pour repérer et éliminer cette anomalie. Afin de pouvoir aboutir sur une nouvelle forme vivante, une mutation doit affecter un gène qui s'exprime tôt et contrôle l'expression d'autres gènes qui entreront en jeu alors que l'organisme se développe. Dans les recherches faites sur les mutations, il y a une absence totale d'exemples d'une mutation qui affecte le développement tôt et n'est pas fatale à l'organisme. Cette problématique a été très clairement exposée par Stephen Meyer, David Berlinski, qui a été chercheur dans différentes universités, et David Gelinter, professeur de mathématiques à Yale.
Because this is right early on that I'm acting when I'm doing tremendously important things. And if I make a slip at this all-important stage, I'm not going to make a little error in the density of the fur. It's going to be a big error in the design of the internal and the externals that makes this creature what it is. That's an informal, intuitive explanation. But And there's Steve a good, can give you or Dave can give you an a actual. good argumentative disjunction. If you talk about major changes, if they come late in development, they're not going to make a difference. The organism is already constructed. It may have Maybe more the color lavish of the fur, eyebrows. right, okay. If they come early, they can't make a difference because inevitably they destroy the organism. Too many things downstream depend on those early cell divisions. So we're faced with a real destructive dilemma. Late, no good. Early, no good. Well, when? Nous nous retrouvons une nouvelle fois coincés. Le problème est que les évolutionnistes ne donnent sur ce sujet aucune proposition claire. On ne sait pas quand est censée survenir une mutation, on ne connaît pas non plus les modalités de son expansion dans l'organisme. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun support expérimental. L'occurrence d'une mutation conduisant à des transformations notables sur un individu tôt au stade embryonnaire est extrêmement improbable. Simplement à cause des nécessités et du caractère crucial du développement embryonnaire. Les mutations qui surviennent tard, elles, ont très peu de chances d'être généralisées à l'échelle de l'organisme. Les observations ou expérimentations de ce phénomène n'existent pas, mais même théoriquement, on est dans le flou. Une nouvelle fois, il est très difficile de retenir les mutations comme éléments moteurs de la transformation des espèces au cours du temps. Les gènes orphelins. Le terme orphelin a un double sens. Originellement, il vient de l'anglais orphan, qui signifie orphelin, mais le terme orphan en anglais est lui-même un dérivé du terme orphan avec un F. Les lettres O, R et F signifient Open Reading Frame. Il s'agit d'une séquence de l'ADN délimitée par un codon de démarrage au début de la séquence et un codon stop à la fin. Nous en avons déjà parlé, c'est simplement une séquence d'ADN qui peut être transcrite en ARN et traduite en une protéine par la suite. Les lettres O, R et F ont ensuite été dérivées en orphan pour illustrer justement leur qualité de séquence orpheline. Nous allons, pour introduire ce chapitre, faire une comparaison avec des jeux de cartes. Il faut considérer qu'une carte correspond à un gène, à une séquence de nucléotides précise dans l'ADN. Supposons que je vous donne les cartes suivantes, qui doivent être considérées dans cet ordre, comme pour une séquence de nucléotides qui sont dans un ordre précis. Vous les mélangez. Il ne serait pas étonnant d'obtenir la séquence suivante, ou celle-ci. Maintenant, vous mélangez ces mêmes cartes et obtenez la séquence 2, 3, 4 et 6. C'est déjà plus étrange, le 6 n'était pas dans votre main initialement. Nous faisons un parallèle avec l'ADN et les mutations. On peut considérer ici que le 6 est un nouveau gène, issu d'une erreur de copie, ou autre anomalie. C'est l'évolution après tout, la différence, le delta est acceptable. Le 6 reste proche du 5 et du 4. Maintenant, prenons une séquence plus longue. L'ordre est important. Vous mélangez ces cartes et obtenez les suivantes. Ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a tout simplement trop de cartes qui changent d'une main à l'autre. D'où ces cartes uniques peuvent-elles venir ? Les cartes surélevées sont celles qui sont uniques à un jeu, qui ne sont partagées avec aucun autre. On peut maintenant enlever la flèche. Les suites de cartes correspondent à des génomes d'espèces. Ces 3 espèces ont des séquences qu'elles ne partagent avec aucune autre. Les chiffres et données qui sont partagés autour du thème des gènes orphelins sont souvent issus du projet international GenBank, qui n'est rien d'autre qu'une base de données qui indexe toutes les séquences de nucléotides connues, pour des millions d'espèces. Par exemple, vous séquencez l'ADN d'une espèce, vous avez ensuite des milliers de séquences. Vous pouvez les transmettre à GenBank, vous trouverez des correspondances avec d'autres espèces. Et sur certaines séquences, vous n'en aurez aucune. Ce sont ces séquences que l'on appelle gènes orphelins en français ou orphan genes. Si l'on se place dans le paradigme de la théorie de l'évolution, avec au centre ou en bas de l'arbre l'ancêtre commun universel, puis ensuite des différenciations dans des branches selon les grands ordres que l'on connaît, les gènes orphelins n'ont aucun sens, ils sont une anomalie.
Comment est-il possible que des séquences entières apparaissent soudainement pour certaines espèces, sans aucune séquence similaire dans d'autres? Chaque orphane représente un mystère dans l'attente d'une interprétation. Par exemple, comment ces séquences ont-elles divergé à un tel degré qu'il soit impossible de détecter une séquence similaire? Si l'évolution fonctionne selon le paradigme de la descente avec modification, pourquoi ne trouve-t-on pas de séquences similaires chez d'autres organismes? Pourquoi ne trouve-t-on pas aujourd'hui les séquences intermédiaires qui ont précédé ces séquences orphanes? Un exemple, une équipe de chercheurs en 2011 a réalisé un séquençage complet de la bactérie Colobacter. Ils sont arrivés au résultat de 1012 séquences avec 480 séquences orphelines et 130 séquences non codantes. Parmi ce total, 90 séquences dont le rôle est inconnu. Parmi les gènes orphanes, ils ont identifié des séquences codant pour des fonctions vitales, comme le support des membranes de la cellule, la division et réplication de l'ADN. Donc, il ne s'agit pas d'ADN poubelle, c'est de l'ADN codant, qui est indispensable à l'organisme. Sur ce schéma, on peut voir une comparaison avec les séquences de la bactérie E. coli, qui a des fonctions similaires, et était considérée comme proche parent de la bactérie Colobacter. Parmi les gènes essentiels pour Colobacter, seulement 38% sont conservés chez la bactérie E. coli. Si on les considère uniquement l'une par rapport à l'autre, il y a 2446 gènes uniques pour l'une et 2712 gènes uniques pour l'autre. Patrick Forter de l'Institut Pasteur à Paris a étudié les protéines topoisomérases. Il expose la découverte suivante dans son article. La séquence de l'ADN codant pour la protéine topoisomérase 5 n'est présente que chez une seule espèce, l'Archéméthanopyrus candleri. L'abondance de gènes orphelins figure parmi les plus grandes surprises survenues suite au séquençage d'un grand nombre de génomes de bactéries et de génomes eucaryotes. Dans ce même papier, il y a un schéma récapitulant le rapport entre les gènes orphelins et non orphelins pour différentes espèces de protéines. Le rapport est plus ou moins constant. Chaque espèce a une portion de son génome qui est unique. Une remarque tout à fait logique à ce stade est la suivante. Les statistiques sur les gènes orphelins se basent sur un échantillon réduit. Pour les bactéries, par exemple, il y a des millions d'espèces. Il est normal sur un échantillon réduit d'avoir des séquences uniques. Très tôt, cette remarque a été justement soulevée. C'est le sujet d'une étude de Pascal Lapierre et J. Peter Gogarten. Ils ont comparé les séquences de 573 espèces de bactéries prises au hasard. On peut donner les résultats suivants. Le génome corps, qu'on pourrait traduire par le cœur de génome des bactéries, correspond environ à 250 gènes. Ces gènes sont partagés parmi toutes les espèces de bactéries étudiées. On représente cet ensemble de gènes par cette boule rouge. Parmi les 573 espèces étudiées, la quantité de gènes orphelins, de gènes possédés par une seule espèce, peut être représentée par cette boule verte. Elle dépasse largement la boule rouge car il y a une quantité de gènes uniques très supérieure. Il qualifie cet ensemble de pangénome et prévoit pour l'ensemble des bactéries un pangénome de taille infinie. Nos découvertes indiquent que le pangénome du domaine des bactéries est de taille infinie. Jusqu'ici, pour chaque génome séquencé, il y a un grand nombre de gènes codants pour des protéines aux fonctions inconnues. C'est précisément ce point, des gènes correspondant à des fonctions inconnues, qui a été une grande surprise suite au séquençage de génomes. Pour chaque génome examiné, il y a environ un quart des gènes que l'on peut qualifier d'hypothétiques. Aucune fonction connue ne peut leur être assignée. L'origine de ces séquences uniques est un mystère immense. Si la séquence provient d'un reptile, d'un arbre, d'un oiseau, d'un poisson, d'une pintade, de raisin ou d'une plante, on devrait au moins trouver des similarités avec les organismes proches parents. Mais à la place, rien. Le professeur Didier Raoult, rendu célèbre par la crise du coronavirus, qui a d'ailleurs lieu en ce moment même alors que j'enregistre cette vidéo, a également travaillé sur ce sujet. Plusieurs scénarios ont été proposés pour expliquer l'origine des êtres vivants. Au-delà de savoir lequel est le plus exact, il est devenu évident que la grande diversité des espèces ne peut pas être expliquée seulement par les mutations survenues sur un génome ancestral. L'analyse des génomes de bactéries montre que pour chaque espèce, entre 10% et 15% des gènes
n'a pas d'équivalent chez d'autres espèces et est probablement due à un mécanisme créatif. Un gène orphelin est orphelin car il n'y a pas d'équivalent dans d'autres espèces, donc on parle d'absence de similarité aussi bien de la fourmi au cheval que de la fourmi à une autre espèce de fourmi. Sur ce schéma, on peut voir les gènes uniques pour 4 espèces, 2 fourmis et 2 guêpes. Les deux espèces de fourmis ont 4000 et 2000 gènes uniques l'une par rapport à l'autre, et les chiffres sont sensiblement les mêmes par rapport aux deux espèces de guêpes. Si l'on regarde la zone en bas, à 154, cela signifie que la guêpe Vitripennis partage 154 gènes avec la fourmi Floridanus. Et les deux autres espèces, une fourmi et une guêpe, ne possèdent pas un seul de ces 154 gènes. Les constatations autour des gènes orphelins sont souvent accompagnées de spéculations sur l'origine des gènes. On parle de transferts horizontaux entre espèces, donc sans passer par les générations. On parle aussi d'évolution à très grande vitesse sur une très courte période. Le plus souvent, de la part des scientifiques évolutionnistes, c'est l'étonnement, suivi d'un silence de plomb. Ces découvertes inédites sont finalement assez peu commentées et exposées. On devine pourquoi. Les gènes orphelins sont un nouvel exemple, une nouvelle observation qui contre-indique radicalement la théorie de l'évolution et le dogme qui lui est associé, celui de l'ancêtre commun universel pour toutes les espèces. Conclusion. Les espèces n'ont pas évolué. Les espèces n'évoluent pas aujourd'hui, elles n'ont pas non plus évolué dans les époques antérieures. Le vivant n'évolue pas et n'a jamais évolué. Les espèces animales et végétales ne sont pas équipées pour évoluer. Il n'y a aucun mécanisme connu qui puisse satisfaire le modèle proposé par les théoriciens de l'évolution. Nous avons vu dans un premier temps que l'observation du vivant ne fournit aucun élément concret pour valider l'évolution. Nous avons ensuite abordé la question des mutations, confronté le modèle évolutionniste aux observations et données scientifiques. Nous avons disqualifié les deux exemples qui sont systématiquement donnés pour appuyer l'idée selon laquelle les mutations peuvent être des moteurs de l'évolution. Nous avons éclairci le concept de sélection naturelle en montrant que ce phénomène n'a pas réellement à voir avec l'évolution des espèces. Également écarté l'argument de la proximité génétique des espèces, qui est un faux indice dont l'utilisation procède en fait d'un biais cognitif qui assume l'évolution comme vraie a priori. Ensuite, nous avons abordé la question du registre fossile et montré qu'il contre-indique radicalement le modèle évolutionniste en ne révélant aucune forme intermédiaire entre les classes animales. Nous avons exposé le phénomène de la convergence évolutive, des animaux qui auraient, selon la théorie de l'évolution, aléatoirement développé rigoureusement les mêmes organes sur des branches distinctes. Nous avons ensuite exposé les difficultés qu'ont les scientifiques à proposer une origine possible de la cellule et du système ADN, ARN, protéines dans le cadre de la théorie de l'évolution.
Nous avons expliqué en quoi la disparition de l'interfertilité n'est pas synonyme d'évolution interespèce et n'indique pas non plus l'évolution interespèce. Sur le thème des protéines, nous avons montré que sur un plan mathématique et en comparant les protéines d'une espèce à l'autre, aucune espèce ne pouvait raisonnablement être considérée comme ancêtre ou proche ancêtre des autres. Toutes les espèces sont distantes. Dans le chapitre suivant, nous adressions le problème du développement embryonnaire chez les animaux, l'impossibilité pour une mutation impactante de survenir à quelques stades, et l'incohérence de la répartition du gène bicoïde chez les espèces de mouches voisines. Finalement, nous avons exposé et expliqué le phénomène mystérieux des gènes orphelins, ces millions et millions de séquences d'ADN qui ne sont présentes que chez des espèces uniques, sans aucune similarité avec l'ADN d'autres espèces, même voisines d'un point de vue évolutionniste. Nous nous sommes basés sur des travaux et déclarations de scientifiques de rang mondial comme Michael Denton, Jay Gould, Michael Pittman et Niels Elderedge. Nous avons vu que généralement, le réel, les données de la science ne font pas sens vis-à-vis de la théorie de l'évolution. Elles contre-indiquent la possibilité d'évolution interespèce. On peut considérer les équations suivantes. La question est la suivante. Est-ce que toute la biologie moderne fait fausse route ? Les fossiles ont-ils été mal analysés par les conservateurs et anthropologues ? Les biologistes sont-ils incapables de comprendre les éléments qu'ils manipulent ou de décrire justement les phénomènes ? Ignore-t-on en fait tout de l'ontogénèse, de la méiose, de la mitose, de la transcription, de la traduction, des mécanismes de défense immunitaire ? Ou alors le problème proviendrait-il d'une autre variable dans notre équation ? C'est effectivement cette piste qu'il est plus raisonnable de suivre. Si on élimine l'ancêtre commun et l'évolution des espèces en tant que données indispensables, que vérité à la lumière de laquelle on peut interpréter correctement des résultats, on y voit plus clair. L'ancêtre commun et l'évolution des espèces, dans beaucoup de disciplines, constituent des postulats préétablis et incontournables, des biais cognitifs. Beaucoup de biologistes n'osent pas, ou simplement ne pensent même pas, à considérer un résultat, une observation, en dehors du paradigme évolutionniste. D'où l'étonnement qu'ont suscité les dizaines et dizaines de découvertes des 50 dernières années, par exemple les gènes orphelins ou la complexité d'une simple cellule. L'évolutionnisme prétend jouer uniquement sur le terrain scientifique, donc de l'observabilité et de l'expérience. Cependant, le réel ne supporte pas l'évolution. Ce sont donc des réflexes de type religieux et dogmatique qui sont souvent employés pour défendre cette théorie. Par exemple, on est censé croire que les mutations augmentent la complexité du vivant et qu'elles transforment les espèces radicalement. Il n'y a pas de support expérimental pour cette possibilité. On doit donc croire, pas à un seul miracle, comme par exemple une création des espèces en une fois, mais à des miracles continuels qui surviennent depuis toujours, ne sont causés par personne car il s'agit d'événements aléatoires, et expliquent l'origine du vivant dans son immense complexité, son immense beauté et son immense diversité. La théorie de l'évolution n'a pas quelques trous ou quelques incohérences, ou quelques points à éclaircir. Elle est globalement incohérente, c'est un trou à elle toute seule. Elle est largement contre-indiquée par la science et la connaissance de la diversité et des phénomènes qui régissent le vivant. Les charges contre sa validité s'accumulent, surtout depuis les années 1950. On peut tout à fait affirmer que la théorie de l'évolution est invalide scientifiquement. Cela n'interdit à personne d'y croire, mais par contre, il est très malhonnête d'invoquer le support de la science et de l'expérience. Cette vidéo n'est pas une promotion du créationnisme ou de la théorie du dessin intelligent, mais simplement un démontage méthodique de l'évolution, une invalidation du modèle proposé par les théoriciens de l'évolution pour expliquer l'origine des espèces et du monde vivant. On peut donc considérer que la partie argumentaire scientifique est close. Permettons-nous maintenant de donner quelques perspectives. Les années 90 constituent selon plusieurs commentateurs un pic dans l'adhésion à la théorie de l'évolution. Depuis ces années-là, une partie grandissante du monde institutionnel et universitaire remet en cause l'évolution dans son acceptation générale, ou en tout cas adopte une position plus sceptique. Il faut aussi ajouter que des milliers de scientifiques n'ont simplement jamais défendu la théorie de l'évolution. C'est le cas par exemple de l'inventeur de l'IRM, Raymond Damadian, qui est un créationniste pur sang.
une partie notable du monde scientifique s'accorde pour considérer les espèces en tant que système créé spécialement. Autrement dit, pour considérer les animaux, les plantes, les bactéries et les hommes comme des créatures, résultat d'un acte créateur de Dieu, principe premier de toute chose. La position qui consiste à ne pas considérer l'évolution comme une hypothèse recevable et défendre le concept d'un Dieu créateur est appelée dessein intelligent. Même si on parle de ce mouvement plutôt dans un contexte occidental, donc avec une dimension chrétienne, cela n'inclut pas de position religieuse à proprement parler, et n'est pas rattaché à un système religieux particulier, puisque le raisonnement est purement scientifique. La science, en effet, contre-indique très largement un modèle où les espèces évoluent graduellement sur la base d'événements aléatoires, mais indique au contraire une certaine fixité des espèces, l'impossibilité de l'évolution, et donc pour beaucoup, cela amène à la reconnaissance de Dieu en tant que créateur du monde et des espèces vivantes connues. La position dessein intelligent, c'est finalement une négation de la vision darwinienne qui est majoritaire depuis environ 100 ans en Europe, et une réappropriation de la vision traditionnelle du monde. Cet exposé s'arrête là volontairement, même si l'on pourrait aller beaucoup plus loin. N'hésitez pas à réagir ou apporter des éléments nouveaux, toujours dans la courtoisie évidemment. J'espère n'avoir pas commis d'erreur dans les citations, même si l'erreur est humaine. Cette version fera éventuellement l'objet de corrections ou d'enrichissements ultérieurs. Je vous remercie.